Bonjour à vous, mes hockey fans. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un preview de la saison 2021 et cette fois-ci, on s'attaque aux Hawks de Chicago. Alors, encore une fois, je ne sais pas exactement quand la saison va commencer. Euh, les rumeurs veulent pour le 13 janvier. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, mais bon, enfin bref. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça vous mentionner que vous pouvez me suivre sur différentes plateformes. Entre autres, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, toujours sous le nom de HockeyFan514. N'oubliez pas de venir me rejoindre. Et je tiens aussi à remercier beaucoup les personnes qui m'ont partagé leur point de vue concernant les organisations. Sachez que je ne suis pas nécessairement un fan de chaque organisation. Je fais quand même mes devoirs, donc j'essaie d'étudier l'organisation avant d'en parler. Donc, je lis beaucoup de choses, mais il en reste pas moins que, je veux dire, je connais pas nécessairement le depth chart de toute l'organisation. Fait qu'il y a des personnes, entre autres, qui m'ont écrit, exemple, il y a peut-être tel gars qui pourrait rentrer dans l'organisation, peut-être tel espoir, il y a peut-être tel gars qui est revenu, entre autres, dans le cas de Boston, il y avait un gars qui revient d'une blessure, il avait manqué toute l'année passée. Moi, je l'ai même pas considéré parce que je pensais que sa carrière était finie, mais ça a l'air qu'il va revenir cette année. Je confirme que j'ai fait des recherches et effectivement, il est censé revenir cette année. Bref, merci beaucoup à tous ceux et celles qui me partagent leur point de vue parce que, effectivement, ça se peut que vous soyez un fan d'une organisation puis que vous ayez plus d'informations que moi je peux en avoir concernant l'organisation. Mais je fais quand même beaucoup de recherches là avant de me lancer dans un preview. Fait que bref, voici le preview pour la saison 2021 des Hawks de Chicago. Bon, là, les Hawks de Chicago, pendant la saison morte, on a eu une sortie de la part de l'organisation. Je trouve ça bien que l'organisation fasse une sortie publique qui mentionne qu'ils sont en reconstruction. Je trouve que c'est une marque de respect à l'égard de tes fans. Puis au final, je veux dire, c'est grâce à tes fans si tu fais de l'argent. Fait que je trouve ça bien. Ce que j'ai pas aimé là-dedans, c'est le fait qu'ils n'en ont pas parlé à leur core de leadership de l'organisation avant de le faire. Ce qui fait que ça a pris par surprise des gars comme Patrick Kane, comme Jonathan Toews, comme Duncan Keith. C'est tous des gars qui ils sont là depuis très longtemps, puis ils ont fait de cette équipe-là une équipe tellement dominante, puis on les a même pas consultés, ou du moins on leur a même pas mentionné les plans de l'organisation. Ce qui fait que quand les journalistes arrivent avec ça, comme quoi on vous êtes en reconstruction, ils savent comme pas trop quoi répondre. Puis Jonathan Toews, je veux dire, il a attrapé son air là, quand les journalistes sont arrivés. Il a fait comme mais je l'ai appris comme vous autres par les médias, puis je pensais qu'on s'en allait dans la voie opposée, puis là finalement on me dit qu'on va en reconstruction. Puis c'est après ça que l'organisation a décidé de rencontrer ces joueurs du corps. Pour moi, ça en dit long sur le type de gestion de Bowman, parce que en tout cas, voilà. Donc, bref, ça a été fait. On est en reconstruction du côté des Hawks de Chicago. Les joueurs vétérans sont pas contents avec ça, puis je les comprends. C'est une équipe quand même qui a réussi par la fesse gauche, là, 12e dans la conférence. Là. Ils ont réussi à faire partie du tournoi printanier. Là, printanier. En plein milieu de l'été. Ils ont réussi à faire partie des bulles, là, un peu par la fesse gauche, mais ils ont réussi quand même à participer à la phase qualificative. Finalement, ils ont passé la phase qualificative. Ils ont sorti les très décevants Oilers. Mais après ça, ça a été un peu plus compliqué contre les Golden Knights. Fait que, bref, cette organisation-là s'en allait ne pas faire les séries. Ça, c'est mon premier point. Cette organisation-là a transigé un de ses deux gardiens qui était Robin Lehner. Fait que là, il se ramassait avec Crawford puis Malcolm Subban. Je pense pas que c'était nécessairement un vote de confiance pour aller loin en séries éliminatoires. Mais en même temps, peut-être qu'on n'anticipait pas l'idée d'aller en séries éliminatoires, point. Fait que, bref, je peux comprendre un peu quand même la logique. Mais bon, c'est ça. Cette organisation-là a été la pire organisation l'année passée en termes de tirs accordés. Là, il était à 35,1. C'est l'équipe qui a accordé le plus de tirs. Ça a été très laborieux à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut. Il y a des jeunes très intéressants là-dedans. Là. Il y a des gars vraiment pas vus dans cette organisation-là. Mais puis il y a une bonne base de leadership, ça je suis convaincu. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors bref, donc Jeremy Collinton revient en termes d'entraîneur-chef. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est le plus jeune entraîneur-chef de la Ligue nationale. Le DG Stan Bowman, qui n'est pas nécessairement un de mes DG préférés, mais bon, c'est OK ça. L'année passée, les Hawks de Chicago, 32 victoires, 30 défaites, 8 défaites en prolongation, un mec 72 points, une moyenne de buts marqués de 2,97, ce qui est quand même pas tant mauvais, mais 3,06 moyenne de buts accordés, c'est assez mauvais. 15,2 en avantage numérique, on est 28e dans la Ligue. Ouch! Et pourtant, je veux dire, t'as des gars là-dedans qui sont censés être capables de marquer des gros buts. T'as des gars qui sont censés être capables de marquer des gros buts. Alex DeBrincat, là, il est passé. Attends une minute, là, j'ai les statistiques, là, parce que lui, c'est hallucinant la chute qu'il a faite, là. OK. Alex DeBrincat, dans la saison 2018-2019, il avait 41 buts, 76 points. En 2018-2019. En 2019-2020, 18 buts, 45 points. C'est sûr qu'il n'a pas joué la saison complète. Il manquait une coupe de game encore.
Mais tu sais, je pense qu'il aurait atteint le maximum peut-être 50 cubes points. Je pense pas qu'il aurait été chercher le 76 points. Puis assurément, il n'aurait pas été chercher encore le 41 buts. Ça, c'est sûr et certain. Ça a été une saison très décevante pour Alex DeBrincat. Plus surprenante pour Kubalik par contre. So, bref, on a des gars qui sont censés être capables de marquer, puis en avantage numérique, ça n'a pas tant paru. En désavantage numérique à 82,18, c'était quand même un bon désavantage numérique. Ils sont 8e dans la ligue. C'est quand même pas trop mal. 23e dans la Ligue nationale, 12e dans la conférence de l'Ouest. Ils n'auraient pas dû faire les séries, mais ils ont quand même réussi à passer les Oilers. Le meilleur buteur l'année passée, pas de surprise, Patrick Kane. C'est le joueur offensif par excellence de l'organisation, pas de doute là-dessus. Le meilleur en termes de points, 84 points, Patrick Kane. 84 en 60... attends, je l'ai mis où là? En 70 points, en 70 matchs. C'est quand même très bon. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été le bon vieux Duncan Keith, 27 points plus 1. Donc, ça, c'est un portrait global. Puis quand même, une saison pas trop mauvaise pour Jonathan Toews. Le jeune Dak, 19 ans, ça a été dans son cas, lui, je pense que c'est les séries surtout qui ont été bonnes. Kubalik, lui, c'est en deuxième moitié de saison que ça a comme, à partir de décembre, genre, que ça a comme débloqué. Puis d'ailleurs, Kubalik, c'était avec 32, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, Kubalik a été le meilleur chez les recrues en termes de buts avec 30 buts l'année passée et un maigre 16 passes. Bon, en tout cas, bref, c'est un gars qui, en deuxième moitié de saison, ça l'a débloqué, ça allait bien pour Kubalik. Puis Dak, lui, c'était sa première saison, puis c'est surtout en série que quand même ça l'a bien été. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il y a eu comme 6 points en 9 matchs, ce qui est quand même très bon pour un jeune homme de 19 ans. Il y avait peut-être même 18 ans au début de la saison. Fait que franchement, Dak, très surprenant, ça a l'air de s'en aller dans le bon sens. Des espoirs qui sont des espoirs peut-être qui peuvent être à suivre. Là, je considère que malgré leur jeune âge, DeBrincat n'est pas vieux, Kubalik n'est pas vieux, Dak n'est pas vieux, Boquist c'est pas vieux ces gars-là, mais je considère qu'ils sont quand même connus dans l'organisation parce qu'ils ont joué quand même pratiquement toute la saison dans certains cas, puis la totalité de la saison dans d'autres. Fait que, tu sais, je considère que c'est des gars déjà connus par l'organisation. Fait que je les ai pas mis dans les espoirs à suivre. Les espoirs à suivre, je vous ai mis Nicolas Baudin, qui est un jeune homme de 21 ans, choix de première ronde en 2017. Baudin, lui, jouait sa première année dans la Ligue américaine l'année passée. 59 matchs, 3 buts, 12 passes pour 15 points. C'est un gars qui, malheureusement, semble tarder à se développer. C'est quand même un choix de première ronde en 2017. Sauf que le point qui est le point positif, c'est qu'il semblerait que l'année passée dans la Ligue américaine, son jeu défensif s'est largement amélioré. Sa lecture de jeu défensif s'est largement améliorée. Ça, c'est bon. Ça apparaît pas sur les statistiques offensives, mais c'est très bon. Maintenant, l'organisation semble avoir quand même une bonne confiance en lui. Fait qu'il y a des chances qu'on le voit. Moi, je l'ai mis comme cut ici, là, comme scratch. Mais il y a des chances qu'on le voit dans la LNH de l'année prochaine. Lucas Reichel, lui, je prends une guess. C'est un jeune homme de 18 ans, choix de première ronde cette année en 2020. Mais c'est un gars qui a été élu comme étant le joueur... je pense qu'il y avait... Non, c'est pas lui qui a été élu le joueur. Excuse, je me rétracte. Lucas Reichel a joué dans la Ligue d'élite d'Allemagne avec Maxime Lapierre d'ailleurs. 42 matchs, 12 buts, 12 passes, 24 points. Au championnat du monde junior, 7 matchs, 3 buts, 2 passes, 5 points. C'est un gars qui est déjà habitué à jouer contre des hommes. Ça se pourrait qu'on ne le voit pas nécessairement avec les Hawks dès l'année prochaine, mais je pense qu'il peut quand même challenger pour essayer d'avoir un poste pendant le camp d'entraînement. C'est un gars qu'on pourrait peut-être voir dans la Ligue américaine. Je ne sais pas comment ils vont prendre la décision là, avec la COVID et tout ce tralala, mais ça serait intéressant d'après moi qu'il joue en Amérique du Nord, puis peut-être plus dans la Ligue américaine, mais on pourrait peut-être le voir dans la LNH parce qu'il est déjà habitué de jouer contre des hommes. Dans le cas ici de Ian ou Yann, moi je pense que c'est Ian Mitchell. Ian Mitchell, 21 ans, deuxième ronde en 2017. Dans son cas, lui, il était à sa troisième saison dans la NCAA. Dans la NCAA, il y a 36 matchs, 10 buts, 22 passes pour 32 points. Quand même, pour un défenseur, c'est pas mauvais. 32 points en 36 matchs là, dans la NCAA. On le voyait déjà l'année passée. En tout cas, l'organisation semblait croire que c'est un gars qui devait jouer dans la LNH dès l'année passée, mais il a pris la décision de retourner une autre année dans la NCAA, ce qui relève de son choix. Ça se pourrait qu'on le voit encore là, lui aussi, je vais avec Scratch. Ça se pourrait qu'on le voit dans la LNH l'année prochaine. Alors, on y va avec l'alignement projeté. Je pense que j'ai tout mentionné dans ce que j'avais. Ouais, non, en fait, un que j'ai oublié de mentionner, c'est Adam Boquist. Adam Boquist, il semblerait qu'il est déjà établi, c'est un jeune homme, mais il est déjà établi dans l'organisation. Moi, j'y donne beaucoup de responsabilités. Je ne sais pas si vraiment il est prêt pour ça, mais en tout cas, je prends le guess, j'y donne beaucoup de responsabilités. Je veux le faire jouer avec un gars qui est un gars d'expérience en Duncan Keith.
Donc, Boquist, lui, l'année passée, c'est comme, bon, 13 points en 41 matchs, c'est pas à se péter la tête, c'est nul, mais quand même, c'est pas mauvais. Semblerait qu'il joue de manière très responsable pour un jeune homme. Fait que, bref, voilà. Alors, on y va maintenant avec l'alignement que moi je propose. Mais l'alignement des Hawks, il est dur à faire. Il y a beaucoup de joueurs qui sont des points d'interrogation. On ne sait pas comment ils vont se présenter. On sait pas. C'est dur de deviner comment ils ont été cherchés au Hallmark, John Mark. C'est dur de deviner comment est-ce qu'ils vont se présenter. Reichel, est-ce qu'il va avoir un bon camp d'entraînement ou non. Sutter, qui lui arrive, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est en Suisse dans le cas de Sutter. C'est en Suisse. C'est quand même pas évident de savoir comment ils vont sortir. Fait que, bref, j'y étais avec cet alignement-là. Donc, en termes de première ligne, moi j'y étais avec Alex DeBrincat, 45 points en 70 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Jonathan Toews, 60 points en 70 matchs, et avec Dominique Kubalik, 46 points, 68 matchs l'année passée. Kubalik est un gars qui peut marquer, DeBrincat est un gars qui peut marquer et passer. C'est un gars qui a fait 41 buts, mais ça se pourrait qu'il ne refasse pas 41 buts. Mais je pense que sur un point de vue offensif, ça serait intéressant pour lui de jouer avec Kubalik. C'est deux jeunes garçons, c'est deux gars qui ne sont pas nécessairement très vieux. Donc de le faire jouer avec Captain Toews, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Ça va leur donner une belle expérience au niveau du jeu hockey. Maintenant, à mentionner, est-ce que Kane peut monter? Oui, Kane peut monter. Tout le monde peut jouer. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui est coulé dans le béton là-dedans. Mais moi, je pense que ça donne une ligne qui pourrait être une ligne intéressante. Par la suite, j'y vais avec Nylander. Si je ne fais pas erreur, Nylander, je pense que c'était sa première saison l'année passée dans la Ligue nationale. Ouais, à 22 ans, il jouait sa première saison dans la Ligue nationale l'année passée, Nylander. En 65 matchs, 26 points. J'y vais avec le jeune Kirby Dach. Lui, Dach, c'était sa première saison aussi à l'âge de 19 ans dans la Ligue nationale l'année passée. 23 points en 64 matchs. Mais ça a été quand même très intéressant quand ils ont repris dans la bulle. C'est un gars qui a performé pour l'équipe. Ça, c'est vraiment très intéressant pour eux autres. Un petit ralentissement pour Strome, là, quand même. Il n'a pas été aussi performant qu'il avait été l'année d'avant avec les Hawks. Mais bon, bref. C'est ce qui fait que moi, je l'essaye sur mon deuxième trio. Pourquoi? Parce que je veux l'essayer avec Patrick Kane. Patrick Kane, l'année passée, 84 points en 70 matchs, 33 buts. C'est un gars qui, année après année, performe sur un point de vue offensif. Puis je pense que ça peut être intéressant de faire jouer le jeune Dach avec Kane parce que ça peut l'amener à développer son style très offensif. Alors, à ce moment-là, je pense que de jouer avec le meilleur joueur offensif de l'organisation, puis j'imagine qu'en tant que vétéran, il y a quand même un certain leadership. Donc, d'après moi, ça peut être super intéressant pour développer un prospect qui est très intéressant chez les Hawks de Chicago, Dach. Fait que moi, j'aimerais voir Dach jouer avec des gars d'expérience. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mis Kane avec Toews. C'est que si je faisais jouer Kubalik avec Dach et Nylander, c'était tous des gars qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Fait que j'ai décidé de séparer mon expérience, puis c'est ça que ça me donne en termes de structure. Par la suite, j'y vais avec Sutter. Sutter, j'ai oublié son petit nom, mais c'est un nom bizarre. Je pense que c'est Pius Sutter ou quelque chose de même. Là. Sutter, lui, il jouait en Suisse l'année passée. Il est âgé de 24 ans. Il n'a pas été repêché. C'est un gars qui ont signé. Puis dans la Ligue de Suisse, il a été nommé comme étant le joueur d'attaque le plus performant, le meilleur joueur d'attaque. Dans la Ligue de Suisse, il y a eu 53 points en 50 matchs. C'est sûr que la Ligue d'élite de Suisse, c'est pas la meilleure en Europe. On se le cachera pas. Fait, il n'arrivera pas dans la LNH avec un point par match, c'est sûr que non. Mais c'est un jeune homme qui a à peu près mi-vingtaine. Il est habitué de jouer contre des hommes avec un talent un peu plus réduit, sur une patinoire un peu plus grande. Mais il est quand même habitué de jouer contre des hommes, donc il est habitué à un certain style de jeu peut-être un petit peu plus physique que les gars qui arrivent junior, puis c'est un gars qui pourrait peut-être, là, il est dans son prime en termes d'âge, fait qu'il pourrait peut-être surprendre différents observateurs. Ça se pourrait que ce gars-là réussisse à faire un spot dans la LNH dès cette année. Si tel est le cas, à ce moment-là, je ne le vois pas sur un quatrième trio, c'est la raison pour laquelle j'y vais sur le troisième trio. Je fais jouer avec Strome, 38 points en 58 matchs l'année passée. Strome, c'est quand même un jeune vétéran, là. C'est un gars qui a de l'expérience dans la LNH. Il y avait eu un ratio point par match peut-être plus intéressant avec les Hawks de Chicago par le passé, mais quand même, c'est un gars qui est capable de faire, tu sais, comme là, si la saison avait été complète, on fait abstraction des blessures et tout ça, là, mais si la saison était complète, il pouvait peut-être faire une saison d'une cinquantaine de points s'il avait joué 82 matchs, mais il n'aurait pas joué une saison complète l'année passée. Il aurait joué comme une partie de saison. John Mark, lui, je me souviens plus d'où il arrive. Je pense que c'est dans une transaction, là, dans son cas à lui. 21 points en 62 matchs l'année passée. C'est un gars que je vois comme étant peut-être plus de profondeur, mais après ça, on tombe avec juste des gars de profondeur, point. Dans le cas de Smith, Zach Smith, je suis même pas sûr qu'il va jouer. Il a été blessé. Fait que je sais pas s'il revient ou non. Il est encore officiellement sur la liste des blessés sur le site Cap Friendly. Mais j'ai regardé un peu dans les nouvelles, puis il a l'air d'être cédulé pour jouer.
Fait que, en tout cas, Zach Smith, c'est un gars de profondeur. 11 points en 50 matchs l'année passée. Moi, je le mets sur mon quatrième trio. Walmart, c'est un gars qu'on a acquis pendant la saison morte. 25 points en 67 matchs. Fait que, c'est quand même pas trop mauvais au niveau de la ligne de centre. Si Dak réussit à bien se développer offensivement, d'après moi, jouer avec Kane, ça peut être bon pour ses stats offensives. Je pense qu'on peut avoir une bonne ligne de centre ici. Et par la suite, j'y vais avec Carpenter, qui est clairement un joueur de profondeur dans l'organisation. 15 points en 69 matchs. En termes de cote, là, écoutez, j'y vais avec Cam, Moore, Kenville, puis potentiellement Ryko. J'en ai mis un paquet parce que c'est une organisation que je vois pas vraiment couler dans le béton. Je pense que ça peut jouer beaucoup. Tu as des joueurs qui sont des joueurs quand même assez solides, puis que tu sais, j'ai pas vraiment le choix. Je suis sûr qu'ils vont jouer dans la LNH cette année, ça c'est sûr et certain. Tu as des joueurs qui peuvent peut-être descendre au niveau de ma structure, mais c'est ça, je pense que tu as quand même des gars qui peuvent bouger sans trop de problème. Fait que ça fait qu'il peut y avoir beaucoup de gars qui vont monter aussi. Au niveau des défenseurs, j'y retourne avec Duncan Keith, premier défenseur gauche. 27 points en 61 matchs l'année passée. Ça a été le meilleur sur un point de vue offensif dans Duncan Keith en termes de défenseur. Boquist, mais dans le cas de Boquist, c'est que on veut peut-être lui donner plus de responsabilités immédiatement. On en profite, Duncan Keith est là, puis c'est un gars qui c'est un vétéran de l'organisation. S'il joue avec Duncan Keith, il va apprendre à bien jouer, puis à ce moment-là, je pense que ça peut être intéressant d'y faire ce genre d'apprentissage-là. Vu qu'on a annoncé d'entrée de jeu qu'on est en reconstruction, il faut donner des responsabilités à des jeunes. C'est la raison pour laquelle je mets Dak quand même assez haut. C'est la raison pour laquelle je mets Boquist quand même assez haut. C'est des gars qui ont déjà de l'expérience dans la LNH, pas nécessairement beaucoup, mais quand même un peu. Puis il faut leur donner des responsabilités pour qu'ils apprennent. Donc c'est la raison pour laquelle moi je le fais jouer avec Duncan Keith. Le nouvel arrivant ici, Zadorov, que je fais jouer sur ma deuxième paire, 13 points en 64 matchs l'année passée. C'est un joueur qui est peut-être plus physique. Que je fais jouer avec Connor Murphy, 19 points en 58 matchs l'année passée. C'est un joueur qui est plus vétéran. C'est pas nécessairement le joueur le plus intense. C'est pas le joueur. C'est clairement pas le défenseur le plus solide de l'organisation. Mais c'est quand même un défenseur qui donne quelque chose d'intéressant au niveau du jeu défensif. Fait que c'est un gars qu'on peut garder régulier dans la LNH sans trop de problèmes. En tout cas, d'après moi, sans trop de problèmes. J'y vais avec Calvin Dahan en termes de troisième paire, 6 points en 29 matchs l'année passée. Et Seabrook, 4 points en 32 matchs l'année passée. Je sais pas trop, là, il y a eu des opérations puis tout le tralala. Là, j'ai vu comme quoi il devrait être de retour. Fait que si tel est le cas, à ce moment-là, il a manqué une grosse partie de la saison l'année passée, Seabrook. Moi, j'y vais sur ma troisième paire. Ensuite de ça, en termes de cote, j'y vais avec Ian Mitchell. Ian Mitchell que je mets en scratch, Nicolas Baudin en scratch et Sealer en scratch. Les gardiens de but. Là, les gardiens de but, Corey Crawford est parti. Robin Lehner a été transigé. Nos deux gardiens de but qui étaient nos gardiens de but en début d'année l'année passée sont plus là. Fait que là, on se ramasse avec Malcolm Subban qui est auxiliaire de Crawford plus en fin d'année et Delia. Delia, c'est un gars qui a joué comme 16 matchs en LNH, pas l'année passée, l'autre année d'avant, en 2018-19. Puis il y avait une moyenne de 3 points quelque chose. Là, je pense que je l'ai pas. Oui, je l'ai noté. Quand il avait joué en 2018-2019, il avait joué 16 matchs, 3,61, 908. Fait que ça a été so-so, mettons. Puis en plus, c'est une organisation qui accorde une trentaine de tirs à chaque foutu match. C'est pas évident pour les gardiens de but, ça. Fait que franchement, ça risque d'être off pour les deux gardiens de but. Selon Jeremy Colton, lui, ce qu'il a dit, c'est et Subban et Delia sont performants dans la Ligue américaine. Donc, on va les tester dans la LNH. C'est un beau vote de confiance. Je suis pas certain du vote de confiance, mais c'est un beau vote de confiance qu'il fait à l'égard de ces deux gardiens. Subban, l'année passée dans la Ligue nationale, 21 matchs, 3,17, 890. Ça n'a pas été la gloire, mais bon, ça n'a pas été facile pour les Hawks de manière générale l'année passée. Delia, lui, jouait dans la Ligue américaine l'année passée en 32 matchs, 2,66, 912. Ça a été quand même pas si mal dans la Ligue américaine dans son cas. Mais est-ce qu'il est vraiment prêt à faire le saut dans la LNH? Est-ce que Subban est vraiment prêt à être un gardien de but partant dans la LNH? Ça, c'est un point d'interrogation, la position de gardien de but chez les Hawks pour moi, parce que je vois des jeunes qui ont un bon potentiel, mais je les vois surtout au niveau de l'attaque. J'en vois pas tant au niveau des gardiens de but. Fait que, bref, c'est quelque chose qui me fait très peur pour l'organisation. D'après moi, c'est une organisation qui va rusher l'année prochaine. Peu importe comment vont être faites les divisions, là, je pense que c'est une organisation qui risque d'avoir de la difficulté. Et pour ma part, à moi, je parle juste de moi, je suis pas nécessairement un fan de ces deux hommes-là. Fait que, c'est mon opinion. Alors, d'après moi, les Hawks vont avoir de la difficulté l'année prochaine. Si jamais vous êtes un fan des Hawks et que vous pensez que j'ai oublié des gars qui pourraient peut-être insérer l'organisation, des gars qui pourraient être plus hauts aussi, il y a des gars que finalement ils joueront pas et que j'ai pas vu là, parce qu'il y a des gars qui sont blessés, là, comme Shaw, je l'ai pas mis, là, mais Shaw, je suis pas mal sûr que ce gars-là, sa carrière est finie.
Fait que j'ai même pas voulu le mettre dans mon organisation. Fait que, ben c'est ça, faites-le moi savoir au travers des commentaires si jamais vous avez des commentaires liés à l'organisation des Hawks de Chicago. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on lui fait un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, on la partage pour jaser avec un maximum de hockey fans possible. Je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de la regarder. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Alors sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se revoit très prochainement pour un autre preview de la saison 2021 de la LNH. Bye bye!